Connu pour son sourire inimitable, son humour chaleureux et ses rôles mémorables, Fernandel a marqué des générations avec des films comme La Vache et le Prisonnier ou la série Don Camillo. Mais derrière l'éclat de sa carrière se cache une vie faite de luttes, de triomphes et de tragédies personnelles. De ses débuts modestes à Marseille à son ascension vers la gloire, en passant par sa bataille contre une maladie implacable, nous allons explorer chaque facette de cet homme hors du commun. Cette vidéo est divisée en 6 parties, suivie d'une conclusion, pour retracer son parcours exceptionnel et l'héritage qu'il a laissé. Alors, installez-vous confortablement, car nous partons pour un voyage émouvant à travers la vie d'une icône. C'est parti. Les débuts modestes d'un rêveur marseillais. Fernandel, de son vrai nom Fernand-Joseph Désiré Contandin, voit le jour le 8 mai 1903 dans une Marseille vibrante, mais loin du glamour des plateaux de cinéma. Né dans une famille d'artistes, il grandit entouré de musique et de théâtre. Son père, violoniste, et sa mère, soprano d'opéra, lui transmettent un amour profond pour les arts. Pourtant, leur foyer ouvrier est marqué par des difficultés financières constantes. Dans les ruelles animées de Marseille, le jeune Fernand apprend vite que les rêves d'artiste ne suffisent pas à remplir l'assiette. La pauvreté est une réalité quotidienne, et ses parents, malgré leur talent, peinent à joindre les deux bouts. Dès son plus jeune âge, Fernandel montre une inclination naturelle pour la scène. À l'école, il amuse ses camarades avec des imitations et des sketchs improvisés, révélant un charisme inné. Ses parents, conscients de son potentiel, l'encouragent à se produire dans des spectacles locaux, même si les moyens manquent pour lui offrir une formation formelle. À 10 ans, il accompagne souvent son père aux représentations théâtrales, absorbant l'énergie des planches et rêvant d'un avenir sous les projecteurs. Mais la vie n'est pas tendre. Pour aider sa famille, Fernandel enchaîne les petits boulots dès l'adolescence. Livreur de journaux, employé de magasin, il travaille dur tout en nourrissant sa passion pour le théâtre dans les rares moments de liberté. Ses premières années forcent son caractère. La résilience devient son arme, et son humour un refuge face aux épreuves. À 15 ans, il commence à se produire dans des cafés-théâtres marseillais, jouant des rôles modestes devant un public local. Ces expériences, bien qu'humbles, sont cruciales. Elles lui apprennent à capter l'attention, à jouer avec les émotions et à transformer les faiblesses en atouts. Son accent provençal, souvent moqué dans les cercles parisiens, devient une signature unique qui le distingue. Dans les années 1920, Fernandel tente sa chance dans le cinéma naissant, un art encore balbutiant en France. Ses premiers rôles sont mineurs, souvent non crédités, mais ils lui permettent de côtoyer des réalisateurs et d'apprendre les rouages du métier. Les échecs sont nombreux, les auditions ratées, les rôles refusés, les critiques sur son physique atypique avec son célèbre sourire chevalin. Pourtant, Fernandel ne se décourage pas. Sa détermination est alimentée par une conviction profonde. Il est fait pour faire rire et émouvoir. À la fin des années 1920, il commence à se faire un nom dans le théâtre comique. Ses performances, mêlant humour populaire et authenticité, séduisent un public lassé des conventions guindées. Il joue dans des vaudevilles et des revues, peaufinant un style qui deviendra sa marque de fabrique, un mélange d'exubérance provençale et de tendresse universelle. Cette période marque le début de son ascension, mais le chemin est encore long. Les obstacles financiers et le manque de connexion dans l'industrie le forcent à travailler sans relâche, alternant entre petits rôles au cinéma et spectacles sur scène. C'est dans cette lutte quotidienne que Fernandel forge son identité artistique. Il apprend à transformer les défis en opportunités, utilisant son humour pour surmonter les préjugés et les limitations. Cette résilience, née dans les rues de Marseille, deviendra le socle de sa carrière. En 1930, à l'âge de 27 ans, il décroche son premier rôle significatif dans Le Blanc et le Noir, un film de Marc Allégret. Bien que modeste, ce rôle marque un tournant. Fernandel commence à attirer l'attention des producteurs. Son style unique, mêlant comédie physique et émotion brute, pose les bases d'une carrière qui révolutionnera le cinéma français. L'ascension vers la gloire dans les années 1930. Les années 1930 sont une période charnière pour Fernandel. Alors que le cinéma parlant prend son essor, il saisit cette opportunité pour imposer son style. Le passage du muet au parlant est une révolution, et Fernandel, avec sa voix chaleureuse et son accent chantant, trouve un terrain idéal pour briller. Mais le chemin vers la célébrité reste semé d'embûches. L'industrie cinématographique française est dominée par des acteurs parisiens au style plus polissé, et Fernandel doit se battre pour prouver que son authenticité provençale a sa place. Il multiplie les rôles dans des comédies légères, souvent des adaptations de pièces de théâtre populaire. Films comme Cœur de Lilas 1932 ou l'article 330 1934 lui permettent de montrer son talent pour la comédie, mais il reste cantonné à des seconds rôles. Les critiques,
bien que reconnaissant son charisme, doute parfois de sa capacité à porter un film seul. Fernandel, lui, croit en son potentiel. Il travaille sans relâche, apprenant à maîtriser l'art de la comédie cinématographique où chaque geste et chaque intonation comptent. Son premier grand succès arrive en 1937 avec Ignace, réalisé par Pierre Colombier. Dans ce film, il incarne un valet naïf et maladroit, un rôle taillé sur mesure pour son humour. Le public est conquis. Ignace devient un triomphe au box-office et Fernandel accède enfin au statut de vedette. Ce film marque un tournant, car il révèle sa capacité à incarner des personnages à la fois comiques et profondément humains. Son sourire, autrefois moqué, devient un atout et son accent méridional un symbole d'authenticité. Fort de ce succès, Fernandel enchaîne les rôles principaux. Dans Regain, 1937, de Marcel Pagnol, il montre une autre facette de son talent en jouant un personnage dramatique, prouvant qu'il n'est pas seulement un comique. Sa collaboration avec Pagnol, un autre fils de Marseille, est une rencontre artistique majeure. Les deux hommes partagent une vision du cinéma ancrée dans l'humanité et les racines provençales. Regain et d'autres films de Pagnol permettent à Fernandel de diversifier son répertoire, alternant entre comédie et drame avec une aisance rare. À la fin des années 1930, Fernandel devient une figure incontournable du cinéma français. Son style, mélange de spontanéité et de précision, séduit un public de toute classe sociale. Il incarne l'homme du peuple, celui qui surmonte les épreuves avec humour et cœur. Mais cette ascension n'est pas sans sacrifice. L'âge d'or est l'icône Don Camillo. Les années 1940 et 1950 marquent l'apogée de la carrière de Fernandel. Après des années de travail acharné, il devient l'un des acteurs les plus aimés de France, et son nom est synonyme de rire et d'émotion. Cette période est dominée par son rôle légendaire de Don Camillo, le prêtre truculent de la série de films adaptés des romans de Giovanni Guareschi. Mais avant d'explorer ce rôle emblématique, revenons sur les étapes qui l'ont conduit à ce sommet. Dans les années 1940, Fernandel continue de diversifier ses rôles. Il alterne entre comédies populaires comme Simplet, 1942, et des films plus sérieux montrant sa polyvalence. La guerre a transformé le cinéma français et Fernandel devient une bouffée d'air frais pour un public en quête de réconfort. Ses films, souvent légers, offrent une évasion bienvenue, mais ils portent aussi des messages d'humanité et de solidarité. Sa collaboration avec des réalisateurs comme Jean Boyer ou Henri Verneuil lui permet d'affiner son style, mêlant comédie physique et dialogue savoureux. C'est en 1952 que Fernandel entre dans la légende avec Le Petit Monde de Don Camillo. Dans ce film, il incarne un prêtre italien au caractère bien trompé, confronté au maire communiste Pepone dans un village fictif. Le succès est immédiat. Le film combine humour, satire sociale et réflexion sur les tensions politiques de l'époque. Fernandel excelle dans ce rôle, apportant une énergie contagieuse et une humanité profonde à Don Camillo. Son interprétation, à la fois drôle et touchante, fait de ce personnage une figure universelle. La série Don Camillo devient un phénomène mondial. Les 5 films, tournés entre 1952 et 1965, rencontrent un succès retentissant en Europe et en Amérique latine. Fernandel y déploie tout son talent. Il fait rire avec ses mimiques et ses réparties, mais il émeut aussi par sa capacité à montrer les doutes et les convictions de son personnage. Don Camillo, avec ses conflits moraux et son amitié improbable avec Pepone, incarne des valeurs d'unité et de tolérance qui résonnent encore aujourd'hui. Au-delà de Don Camillo, Fernandel brille dans d'autres films marquants. Dans L'Auberge rouge, 1951, il joue un moine confronté à des intrigues criminelles, mêlant suspense et comédie avec brio. Dans La Vache et le prisonnier, 1959, il incarne un prisonnier de guerre évadé, accompagné d'une vache nommée Marguerite. Ce film, à la fois drôle et poignant, devient l'un de ses plus grands succès, touchant le cœur de millions de spectateurs par son message d'espoir et de liberté. Fernandel excelle à créer des personnages qui parlent au public. Son humour, ancré dans une sincérité désarmante, transcende les barrières culturelles. Il devient une star internationale, mais reste fidèle à ses racines. Contrairement à d'autres vedettes, il ne cherche pas à s'installer à Paris ou à Hollywood. Il préfère la simplicité de sa Provence natale, où il retourne dès que possible. Cette période voit aussi l'épanouissement de sa carrière musicale. Ses chansons, comme Ignace ou Félicie aussi, continuent de séduire. Il enregistre également des lectures des lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, donnant vie à ses textes avec sa voix unique. Ses projets montrent l'étendue de son talent. Fernandel n'est pas seulement un acteur, mais un conteur, capable de captiver par sa voix comme par son jeu. Malgré son succès, Fernandel reste un homme de l'ombre dans sa vie personnelle. Il protège jalousement sa famille, refusant de l'exposer aux médias.
Cette humilité, rare chez une star de son envergure, renforce l'admiration du public. À la fin des années 1950, il est au sommet de sa carrière, mais de nouveaux défis se profilent, tant sur le plan personnel que professionnel. Une vie personnelle discrète et des amitiés solides. Si Fernandel brille sur les écrans, sa vie personnelle reste un mystère pour beaucoup. Malgré sa célébrité, il cultive une discrétion rare, protégeant sa famille des feux de la rampe. Marié à Henriette Félicimans en 1925, il trouve en elle une partenaire fidèle et un pilier. Leur relation, fondée sur le respect et l'amour, résiste aux pressions de la gloire. Ensemble, ils ont 3 enfants, Josette, Janine et Franck. Fernandel veille à ce que ses enfants grandissent loin des projecteurs, leur offrant une vie aussi normale que possible. Cette discrétion intrigue les médias. À une époque où les potins sur les stars alimentent les journaux, Fernandel refuse de jouer le jeu. Les rares interviews où il évoque sa famille sont empreintes de pudeur. Un titre sensationnaliste des années 1950 parle même de la femme cachée de Fernandel, mais il balaie ces rumeurs d'un revers de main, fidèle à son principe de protéger sa vie privée. Cette attitude renforce son image d'homme intègre, loin des excès de la célébrité. En parallèle, Fernandel tisse des liens profonds avec ses collègues. Sa relation avec Jean Gabin, autre géant du cinéma français, est particulièrement marquante. Les 2 hommes partagent une amitié sincère, fondée sur un respect mutuel et des valeurs communes. En 1963, ils fondent ensemble Gaffé, une société de production qui leur permet de contrôler leurs projets artistiques. Cette collaboration montre leur volonté d'indépendance dans une industrie souvent dominée par de grands studios. Gabin décrira plus tard Fernandel comme un frère, louant son humanité et son professionnalisme. Fernandel cultive aussi des passions en dehors du cinéma. Guitariste amateur, il trouve du réconfort dans la musique, un héritage de ses parents. Il s'adonne également à la peinture, créant des toiles qu'il garde pour lui, loin des regards. Ses hobbies révèlent un homme aux multiples facettes, dont la créativité ne se limite pas à l'écran. Malgré sa fortune et sa renommée, il reste ancré dans une simplicité provençale, préférant les repas en famille aux soirées mondaines. Cette période de sa vie est marquée par un équilibre entre succès professionnel et épanouissement personnel. Pourtant, même au sommet, Fernandel n'oublie pas ses origines. Il retourne souvent à Marseille, où il retrouve les odeurs de la mer et les souvenirs de son enfance. Ses retours aux sources lui rappellent d'où il vient et pourquoi il continue. Mais à l'aube des années 1960, des nuages sombres commencent à s'amonceler, annonçant les défis des dernières années de sa vie. L'impact international de Fernandel. Fernandel n'était pas seulement une star en France. Son charisme et son humour ont transcendé les frontières, faisant de lui une figure adorée dans de nombreux pays. Dans cette 7e partie, nous explorons comment ces films, notamment la série Don Camillo, ont conquis le cœur des spectateurs à travers le monde et comment son style unique a influencé le cinéma international. De l'Europe à l'Amérique latine, en passant par des contrées inattendues, l'héritage de Fernandel résonne encore aujourd'hui. La série Don Camillo, adaptée des romans de Giovanni Guareschi, est sans doute le véhicule principal de sa renommée mondiale. Ces films, tournés entre 1952 et 1970, racontent les affrontements comiques mais profonds entre un prêtre catholique et un maire communiste dans un petit village italien. Leur succès ne se limite pas à la France. En Italie, berceau de l'histoire, Fernandel devient une idole. Les Italiens, séduits par son interprétation nuancée de Don Camillo, le considèrent presque comme l'un des leurs. Son accent provençal, loin de trahir le personnage, ajoute une authenticité qui touche les spectateurs. Les dialogues, souvent doublés en italien, conservent l'esprit de ses performances grâce à sa gestuelle universelle et son expressivité. En Amérique latine, les films de Fernandel rencontrent un succès phénoménal. Dans des pays comme le Mexique, l'Argentine ou le Brésil, Don Camillo devient un symbole d'humour et d'humanité. Les thèmes du film, les tensions entre tradition et modernité, foi et politique, résonnent avec les réalités locales. Les cinémas diffusent ces films en boucle et Fernandel devient un nom familier, même dans les foyers les plus modestes. Des anecdotes rapportent que des spectateurs latino-américains, émus par ses performances, envoyaient des lettres de remerciement à l'acteur, le considérant comme un porte-voix des gens ordinaires. En Europe de l'Est, sous des régimes communistes, Don Camillo connaît un succès paradoxal. Bien que le film critique subtilement l'idéologie communiste à travers le personnage de Pepone, son message d'amitié et de réconciliation séduit même dans ce pays. En Pologne ou en Hongrie, les projections clandestines des films de Fernandel deviennent des moments de rassemblement. Son humour, accessible et dénué de prétention, traverse les barrières idéologiques, faisant de lui un ambassadeur inattendu de la culture française.
Fernandel ne se contente pas de briller à l'écran. Ses chansons, comme Felicio Cigüeñas, voyagent également. Diffusées à la radio ou sur des disques vinyles, elles trouvent un écho en Espagne, en Belgique et même au Canada francophone. Sa voix, avec son timbre chaleureux et son accent méridional, devient un symbole de la joie de vivre française. Dans les années 1950, des tournées promotionnelles l'emmènent dans plusieurs capitales européennes où il est accueilli comme une rockstar. À Londres, par exemple, une projection de La Vache et le Prisonnier attire des foules, et les critiques britanniques saluent son génie comique universel. Mais cet impact international ne va pas sans défi. Fernandel doit naviguer dans des contextes culturels variés où son humour provençal n'est pas toujours immédiatement compris. Dans certains pays anglo-saxons, son style exubérant contraste avec les comédies plus sobres de l'époque. Pourtant, son authenticité finit par convaincre. Des réalisateurs étrangers, inspirés par son travail, commencent à intégrer des éléments de comédie populaire dans leurs propres films, prouvant l'influence de Fernandel sur le cinéma mondial. Son succès à l'étranger renforce aussi son statut en France. À une époque où le cinéma français rivalise avec Hollywood, Fernandel devient un porte-drapeau de l'identité culturelle nationale. Ses films, exportés dans des dizaines de pays, contribuent à promouvoir la langue française et l'esprit de la Provence. Pourtant, Fernandel reste humble face à cette gloire mondiale. Lors d'une interview en 1965, il déclare « Je ne fais que raconter des histoires simples, celles que tout le monde peut comprendre. » Cette simplicité est la clé de son universalité. L'impact de Fernandel se mesure aussi à travers les générations. Dans les années 1980 et 1990, bien après sa mort, ses films continuent d'être diffusés à la télévision internationale, touchant de nouveaux publics. En Italie, par exemple, Don Camillo reste un classique des fêtes de fin d'année, au même titre que des films de Chaplin. Cet héritage international montre que Fernandel n'était pas seulement un acteur, mais un pont entre les cultures, un homme capable de faire rire et réfléchir, peu importe la langue ou le pays. Fernandel n'était pas seulement une star, il était un symbole. De ses débuts modestes à Marseille à son statut d'icône mondial, il a prouvé que le talent, la persévérance et l'authenticité peuvent surmonter tous les obstacles. Ses rôles, qu'ils soient comiques ou dramatiques, ont touché des millions de cœurs et sa vie personnelle, marquée par l'humilité et l'amour, inspire encore aujourd'hui. La maladie a peut-être écourté sa carrière, mais elle n'a pas effacé son héritage. Fernandel reste une lumière dans l'histoire du cinéma, un homme qui a fait rire, réfléchir et aimer. Alors, quel est votre film préféré de Fernandel? Partagez-le dans les commentaires et dites-nous ce que son histoire vous inspire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations des vies des légendes du cinéma. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Les défis de la maturité et les derniers triomphes. Dans les années 1960, Fernandel reste une figure incontournable du cinéma, mais les temps changent. Le cinéma français voit l'émergence de la nouvelle vague, avec des réalisateurs comme Godard ou Truffaut qui privilégient un style plus expérimental. Fernandel, avec son humour populaire, pourrait sembler démodé, mais il prouve qu'il reste pertinent. Il continue de tourner dans des comédies à succès, comme Le Voyage à Biarritz, 1963, ou L'Homme à la Buick, 1968, tout en explorant des rôles plus nuancés. Son rôle dans Don Camillo et les Contestataires, 1970, est l'un de ses derniers grands projets. Ce 6e opus de la série est très attendu, mais les conditions de tournage sont difficiles. Fernandel, alors âgé de 67 ans, commence à ressentir les effets de l'âge et de la fatigue. Pourtant, il s'investit pleinement, fidèle à son éthique de travail. Ce film marque aussi une évolution dans la série, abordant des thèmes plus modernes comme les tensions générationnelles. Fernandel y apporte une touche de nostalgie, tout en restant fidèle à l'esprit de Don Camillo. En dehors des plateaux, Fernandel continue de s'impliquer dans des projets artistiques. Ses enregistrements des Lettres de Montmoulin rencontrent un vif succès, et il prend plaisir à donner vie à ses textes littéraires. Sa voix, empreinte de chaleur et d'émotion, transporte les auditeurs dans l'univers d'Alphonse Daudet. Ses projets montrent qu'il reste un artiste complet, capable de s'exprimer à travers différents médiums. Cependant, les années 1960 sont aussi marquées par des défis personnels. La pression de sa carrière, combinée à son désir de rester proche de sa famille, crée un équilibre fragile. Fernandel commence à ressentir des signes de fatigue qu'il attribue au rythme effréné des tournages. Il ignore alors que ces symptômes cachent une menace bien plus grave. Malgré cela, il continue de travailler avec une énergie qui force l'admiration de ses collègues. Cette période est aussi celle des hommages. En 1963,
Fernandel reçoit la Légion d'honneur, une reconnaissance officielle de son apport au cinéma français. Cette distinction, bien qu'honorifique, touche profondément cet homme humble qui n'a jamais cherché les honneurs. Il continue de se produire sur scène et à l'écran, déterminé à offrir à son public des moments de joie. Les années 1960 marquent aussi un tournant dans sa relation avec le public. Fernandel devient une figure paternelle pour des millions de spectateurs qui voient en lui un symbole de résilience et d'authenticité. Ses films, souvent diffusés à la télévision, touchent une nouvelle génération. Mais alors qu'il savoure ce succès, une ombre plane sur sa vie, annonçant les épreuves qui marqueront ces dernières années. La lutte contre la maladie est la fin d'une légende. Les dernières années de Fernandel sont marquées par une bataille silencieuse contre le cancer, une épreuve qu'il affronte avec courage et dignité. En 1970, lors du tournage de Don Camillo et les contestataires à Parme, en Italie, il commence à ressentir une faiblesse inhabituelle. Une scène où il doit soulever l'actrice Graziella Granata, pourtant légère, devient un défi insurmontable. Ses collègues s'inquiètent, mais Fernandel minimise ses symptômes, fidèle à son optimisme légendaire. Quelques mois plus tôt, des douleurs thoraciques l'avaient conduit à consulter. Les médecins découvrent une tumeur près de son sein droit et procèdent à une intervention chirurgicale à l'hôpital de Passy. Le diagnostic est sans appel, un cancer. Pour préserver son moral, sa famille et ses médecins choisissent de lui cacher la vérité, lui parlant d'une simple pleurésie. Fernandel suit des séances de radiothérapie, croyant qu'elle soigne une infection bénigne. Cette décision, bien que motivée par l'amour, prit Fernandel d'une pleine compréhension de son état. En août 1970, son état se dégrade rapidement. Lors du tournage de Don Camillo, il est contraint de quitter le plateau, épuisé. Pour ajouter à sa douleur, la compagnie d'assurance du film le remplace sans l'en informer, une décision qui le blesse profondément. Fernandel se retire en Provence, espérant se rétablir dans le calme de sa région natale. Mais le cancer progresse et son énergie s'amenuise. Malgré sa maladie, Fernandel reste fidèle à sa foi et à son optimisme. En 1953, lors d'un voyage à Rome, il avait rencontré le pape Pie XII, qu'il avait qualifié de prêtre le plus célèbre du christianisme en raison de son rôle dans Don Camillo. Cette rencontre, un moment fort de sa vie, renforce sa spiritualité dans ces moments difficiles. Il continue de croire en la vie, même face à l'adversité. En 1970, peu avant sa mort, Fernandel donne une interview émouvante. Affaibli, il évoque avec pudeur la possibilité que Don Camillo et les contestataires soient son dernier film. Ses paroles, empreintes de mélancolie, résonnent comme un adieu. Le 26 février 1971, Fernandel s'éteint dans son appartement parisien, emporté par le cancer à l'âge de 67 ans. Sa mort choque la France et le monde. Jean Gabin, son ami fidèle, lui rend un hommage poignant, saluant un homme d'une humanité rare et un artiste d'exception. La disparition de Fernandel laisse un vide immense. Ses films, diffusés à la télévision et dans les cinémas, continuent de faire rire et d'émouvoir. Son héritage, bâti sur des décennies de travail acharné, reste vivant. De Don Camillo à La Vache et le Prisonnier, ses rôles incarnent l'espoir, l'amitié et la résilience, des valeurs qui transcendent les générations.